Bonsoir, bienvenue sur les antennes de France 3 et France Bleu pour ce dernier débat avant les élections européennes. Dans 5 jours, le 25 mai, nous élirons les 74 députés français qui siégeront au Parlement européen. Alors, dans notre grande circonscription nord-ouest qui regroupe 4 régions, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et les 2 Normandies, eh bien, nous allons élire 10 eurodéputés. Il y a 22 listes en compétition. Les 6 principales sont en débat chez vous ce soir. C'est parti. Et avec moi pour animer donc ce débat, Arnaud Bousquet, rédacteur en chef de France Bleu Nord. Arnaud, bonsoir. Et puis Bernard Veil, le rédacteur en chef de la rédaction européenne de France 3. Bonsoir. Bernard, bonsoir. Arnaud, je vous laisse lancer le débat. Oui, vous l'avez dit, on a réuni ce soir les 6 principales têtes de liste de la grande circonscription Nord-Ouest. Alors je vous propose, pour démarrer tout simplement, une présentation rapide de nos 6 débatteurs. Jacky Hénin, candidat du Front de Gauche, 53 ans, il est conseiller municipal de Calais. Jacky Hénin est député européen depuis 2004 et siège actuellement à la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie. Il a été maire de Calais et président de la communauté d'agglomération du Calaisis. Merci. Karima Delli, candidate Europe Écologie Les Verts, 35 ans, elle est députée européenne depuis 2009 et siège actuellement à la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Karima Delli a été attachée parlementaire au Sénat et secrétaire des Jeunes Verts. C'est l'étoile des étoiles. Gilles Pargnot, candidat du Parti Socialiste, 57 ans, juriste de profession. Il est premier secrétaire de la Fédération Socialiste du Nord. Gilles Pargnot est député européen depuis 2009 et siège actuellement à la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire. Il a été maire d'Helem. Enchanté, vous allez bien? Dominique Riquet, candidat UDI Modem, 67 ans, médecin de profession. Dominique Riquet est député européen depuis 2009 et siège actuellement en tant que vice-président à la Commission des Transports et du Tourisme. Il a été maire de Valenciennes. Jérôme Lavrieux, candidat UMP, 44 ans. Jérôme Lavrieux est directeur de cabinet de Jean-François Copé. Il est aussi conseiller général de l'Aisne depuis 2002. C'est sa première candidature aux élections européennes. Il a été directeur adjoint de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est la journée de la femme, c'est pour ça. Marine Le Pen, candidate du Front National, 45 ans, avocate de profession. Elle est conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais et présidente du Front National. Marine Le Pen est députée européenne depuis 2004 et siège actuellement à la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Elle a été candidate à la présidentielle de 2012. C'est chouette ça. Bah bravo, félicitations. Alors nous avons défini 3 thèmes qui correspondent selon nous aux préoccupations de cette grande région nord-ouest, à commencer Arnaud par l'Europe sociale. L'Europe sociale en pensant évidemment aux grands bassins industriels du Nord et aussi notamment de Seine-Maritime. Puis on s'intéressera à l'agriculture. Sont concernés chez nous les vastes territoires ruraux d'Artois mais aussi de Picardie et de Normandie. Et puis on terminera l'émission avec l'immigration. Le Nord compte 300 km de frontières terrestres avec la Belgique et nos 4 régions sont aussi concernées puisqu'elles ont toutes une façade maritime. 3 thèmes, 6 candidats, 1 heure d'émission. Chaque candidat a donc à peu près 2 minutes pour s'exprimer sur chaque thème, mais nous serons vigilants évidemment pour que chaque candidat ait au final le même temps de parole. Bernard. 5 sortants et puis un nouveau, donc, avec 10 sièges à pourvoir, vous l'avez dit, pour ce grand Nord-Ouest. À titre de comparaison, puisque c'est une élection européenne, l'île de Malte, c'est 6 élus, et la République d'Irlande, c'est 12 élus. On a donc une grosse circonscription avec 10 sièges. Je reviens sur la notion de sortant, parce que qui dit sortant dit forcément bilan. Alors on va commencer par cela, sans forcément rentrer dans des comptes d'apothicaires sur les présences à Strasbourg, les activités parlementaires. Il y a des sites internet qui présentent cela très bien. On vous les présentera à la fin de l'émission. Marine Le Pen, on va commencer avec vous. Quel est le rôle d'un eurodéputé et avez-vous le sentiment d'avoir été utile à Strasbourg pendant ces 5 années? Ça dépend quel rôle, ça dépend pourquoi on y va.
si on y va comme nous le faisons nous pour bloquer l'Union européenne, le rôle d'un eurodéputé, c'est de défendre les intérêts de la France, quitte à s'opposer avec la plus grande force, la plus grande vigueur à tout ce qui contribue à retirer du pouvoir aux Français et tout ce qui contribue à à donner du pouvoir à l'Union européenne qui lui permet de mettre en place la politique d'austérité, d'imposer la multiplication et même la persécution des normes qui lui permet d'imposer le libre-échange. Ce qui est sûr, c'est que demain, nous aurons un groupe. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Quand on est député non inscrit, on est un sous-député, car on a beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins de moyens que lorsque l'on participe à un groupe. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'envisager notre présence d'ici quelques jours dans le cadre d'un groupe qui va être composé des patriotes européens, car il y a d'autres pays européens dans lesquels les peuples se révoltent contre l'Union européenne aujourd'hui. Jacques Hénin. Oui, eh bien, je crois que le rôle d'un député, comme tous les députés, c'est d'abord de participer à l'élaboration de la loi, avec chacun ses idées et chacun ses convictions. Pour ce qui nous concerne, nous adoptons une pratique simple. Nous sommes favorables à tout ce qui permet des avancées pour les populations européennes et nous nous opposons avec vigueur à tout ce qui est négatif. À partir de là, que ce soit dans l'hémicycle ou que ce soit dans les commissions, nous entendons à la fois être force de dénonciation des mauvaises décisions qui sont prises, mais aussi force de proposition pour construire cette autre Europe que nous appelons de nos voeux, une Europe qui réponde enfin aux besoins des femmes et des hommes qui habitent sur son territoire et pas aux besoins uniquement des financiers et des actionnaires. Monsieur Pargneaux. L'Europe est au cœur d'une crise et cette crise, il faut la combattre. Il faut faire en sorte que nous puissions ainsi retrouver la confiance, donc l'emploi en Europe. Et ça a été le travail de députés européens pendant ces 5 dernières années, aussi protéger. J'étais, comme vous l'avez rappelé, membre de la commission environnement, santé, sécurité alimentaire. J'ai, au sein de cette commission, fait en sorte que nous puissions protéger l'Européen, notamment en matière de sécurité alimentaire. Vous savez, il y a eu un certain nombre de scandales au cours de ces dernières années. Et puis, j'étais fier de faire dérailler la politique libérale en matière de ferroviaire au sein de la commission transport, car, je le dis à mes adversaires de droite, les libéraux, vous avez construit une Europe financière, une Europe trop libérale. Et il faut que ça change, et c'est aussi notre objectif, changer l'Europe. Madame Dely. Le rôle d'un député européen, c'est très simple. Le rôle d'un député, c'est d'abord défendre l'intérêt général des Français, mais de l'ensemble des Européens. Et face à quoi? Face aux lobbies. Alors les lobbies sont très nombreux, agroalimentaires, pharmaceutiques et même et surtout financiers. Donc le but d'un député européen, c'est de bien dire ce ne sont pas les lobbies qui font la loi, c'est bien les députés. Ensuite, le député européen doit siéger. Il ne doit pas confondre les plateaux télé avec les commissions au Parlement européen. Et moi, je suis pour le mandat unique, j'exerce qu'un mandat et il faut que ce soit un élu de proximité. Et là, nous avons 2 enjeux. Nous sommes à une époque où nous devons faire face au chômage et aux inégalités sociales et au dérèglement climatique. C'est pour ça que ces élections, elles sont cruciales. Soit les électeurs choisissent pour une Europe de l'austérité, du renoncement, ou soit ils choisissent les écologistes pour une Europe fédérale, une transition énergétique, mais surtout une Europe de la solidarité. Dominique Riquet. Bien, le travail d'un parlementaire européen, c'est d'abord un parlementaire. Donc c'est effectivement de faire la loi européenne et donc de faire avancer l'Europe, de faire avancer l'Union et de la faire progresser. C'est aussi d'être un représentant de la France en Europe et donc de donner sa sensibilité française à cette marche en avant de l'Union et bien sûr de regarder que les intérêts français sont préservés. Et c'est troisièmement un représentant de sa grande région maritime, agricole et industrielle, on l'a dit, et d'être particulièrement attentif à ce qui, dans les enjeux européens, portent aussi les enjeux de la région. Je terminerai en disant que les intérêts de l'Union, de la France et de la grande région sont étroitement liés et on pousse dans le même sens. Jérôme Lavrieux, alors vous, on ne va pas évidemment vous demander votre bilan, puisque vous êtes le seul ici à ne pas être eurodéputé sortant. Et oui, j'incarne le renouvellement dans cette élection, puisque je suis le seul à ne pas être député européen sortant. Comme certains de mes concurrents l'ont rappelé, le rôle d'un parlementaire européen, c'est de voter la loi dans le cadre des traités qui ont été définis et auxquels la France a librement adhéré. Et j'ai une ambition, c'est de
d'aller siéger au Parlement européen, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, pas pour me transformer une fois élu en tant que représentant de l'Union européenne en France, en tant que porte-parole de l'Union européenne en France, mais être au Parlement européen, bien, le porte-parole des électeurs qui m'auront fait confiance à l'occasion de ces élections. Ces électeurs, ce sont des Picards, des habitants du Nord-Pas-de-Calais, de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie. Je suis allé à leur rencontre depuis de très nombreuses semaines pour échanger avec eux, pour discuter, pour essayer de faire des propositions qui permettront d'améliorer le fonctionnement de l'Union européenne qui n'est pas satisfaisant à l'heure actuelle, et puis faire en sorte de porter les espoirs aussi de toute une région qui a foi dans son développement et dans son avenir. Arnaud, le premier thème. Oui, on va ouvrir le premier gros chapitre, l'Europe sociale. Est-ce qu'elle est en panne, cette Europe sociale? On va se poser la question, on va vous poser la question ce soir, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au sein même de l'Union, il y a des disparités, qu'elles soient salariales, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient environnementales, très importantes. Du coup, Bernard Weil, certains pays font du dumping social. Oui, avec l'Europe, souvenez-vous, on nous promettait la paix et la prospérité. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, nous avons 26 millions de chômeurs, ça représente 11% de la population active, et on voit surtout d'énormes inégalités sociales qui se multiplient dans tous les pays, et la fracture est encore plus importante dans les pays du Sud. Et aujourd'hui, les politiques industrielles et sociales, elles sont régaliennes, elles appartiennent avant tout aux États, mais c'est quand même très compliqué ensuite d'expliquer aux gens, quand ils voient des plâtriers roumains ou des conducteurs de poids lourds polonais, ce qui se passe réellement aujourd'hui dans l'Union européenne. Alors, d'où vient l'erreur? Est-ce que l'Europe n'a pas fait fausse route? Et on commence par vous, Jackie Hénin. Le Front de gauche dénonce avec beaucoup de virulence depuis le début de la campagne l'Europe libérale des banquiers. Et vous, personnellement, on vous a vu à de très nombreuses reprises devant des entreprises, comme par exemple les papeteries de l'Aa, près de Saint-Omer. Vous avez entendu la question de Bernard. Où est l'erreur dans cette Europe sociale? Écoutez, je vais parler franchement, il n'y a pas d'erreur. C'est une volonté politique délibérée d'emmener l'Europe dans le libéralisme et dans le piège qui lui est présenté. C'est un piège qui se retourne contre elle puisqu'il s'agit de la concurrence libre et non faussée. Non pas au sens de liberté, dans le sens d'avoir le droit d'entreprendre, mais d'être dans la loi de la jungle où le plus fort a toujours raison et le petit toujours tort. Alors, avec l'industrie, systématiquement, on cherche non plus à répondre aux besoins de nos populations, non plus à aménager le territoire, non plus à faire en sorte de pourvoir en emploi ces territoires et à abonder les collectivités de recettes, on cherche à faire du fric et à faire un maximum d'argent. Quand Total ferme la raffinerie des Flandres, pourquoi est-ce qu'il ferme la raffinerie des Flandres? C'est pas pour faire du meilleur pétrole ailleurs, c'est pour donner plus de dividendes encore à ses actionnaires en investissant à l'étranger. Quand on ferme les papeteries de la Arjowiggins, pourquoi? Alors que l'État est propriétaire de 20% du capital. Ça n'est pas pour faire du meilleur papier ailleurs, c'est parce que le responsable du groupe a décidé de supprimer les productions pour acheter les marchandises à l'étranger et devenir simplement un commerçant. Alors il faut changer la vision des choses. Nous ne voulons plus d'une Europe où l'industrie sert uniquement à être une machine à faire du fric. Nous voulons d'une Europe où l'industrie soit le moyen de répondre aux besoins des populations en étant économe en matières premières, en étant respectueuse de l'environnement et en fournissant du travail. En agissant de la sorte, nous relancerons l'emploi sur le territoire européen et à partir de là, nous ferons en sorte que les salaires qui seront distribués soient dépensés sur le territoire. Madame Le Pen, quand je vous entends, quand je vous lis, j'ai l'impression que vous pouvez totalement adhérer à ce que vient de dire M. Hénin. Permettez-moi de vous dire qu'il faut être totalement sourd, aveugle ou d'une mauvaise foi totale pour ne pas faire le constat de l'Union européenne. Jacques Hénin fait le constat de l'Union européenne. Tout le monde devrait faire ce même constat. Ils ont mis en place, ils ont soumis cette Union européenne à l'ultralibéralisme. Ils ont effondré les frontières, autorisant les entreprises à aller fabriquer ailleurs à bas coût et à réimporter leurs produits sans aucun droit de douane, sans aucun protectionnisme. Et pour les industries ou les activités qu'ils ne pouvaient pas délocaliser, ils ont mis en place la directive détachement des travailleurs, c'est-à-dire la délocalisation sur place, aller chercher des travailleurs à bas coût et les mettre en concurrence sur le territoire national avec nos propres travailleurs. Conséquence, le terminal méthanier de Dunkerque, 40% de travailleurs français, 60% de travailleurs étrangers, puisque
Comme les travailleurs étrangers ont 30 à 60% de coûts de charge inférieurs aux nôtres, eh bien on met en place une véritable préférence étrangère. Ça ne pouvait pas marcher. On a perdu 500 000 emplois en 5 ans en France. C'est un véritable scandale. Et c'est le modèle économique qu'il faut changer. Pourquoi croyez-vous que l'immense majorité des pays du monde font du patriotisme économique, c'est-à-dire défendent leurs propres entreprises, notamment dans l'accès au marché public? Pourquoi croyez-vous qu'ils font du protectionnisme? Parce qu'ils nous ont collé le virus de l'ultralibéralisme. Mais eux, ils ne le sont pas appliqués à eux-mêmes, les États-Unis. Ils imposent l'ultralibéralisme aux autres. Mais à eux, ils imposent le protectionnisme. Ils défendent leurs entreprises. Ils protègent les pneus américains contre les pneus chinois en mettant des droits de douane. Donc je crois que c'est l'ensemble de ce modèle économique qui est profondément dévastateur parce que c'est vrai, ce modèle il a été fait au bénéfice des banquiers, au bénéfice des grandes institutions financières et ça continue. Puisque la politique d'austérité imposée par l'Union européenne avec la complicité de nos dirigeants n'a qu'un seul objectif. En réalité, c'est juste précisément l'intérêt des banques et des institutions financières. Gilles Pargnot. Oui. L'Europe, vous dites l'Europe est en panne. Elle ne s'est pas construite. L'Europe sociale est en panne. L'Europe sociale est en panne. L'Europe est en panne. L'Europe sociale ne s'est pas construite. Nous avons un diagnostic. Pourquoi ? Bien parce que depuis 22 ans, depuis Maastricht, c'est l'Europe financière et uniquement l'Europe financière qui a été construite par la droite et les libéraux. À chaque fois, moi, député européen depuis 5 ans avec les socialistes, les progressistes, nous avons voulu faire en sorte que nous ayons des propositions pour sortir de la crise, faire de la relance à l'échelle européenne. À chaque fois, je prends un exemple, le 20 mai 2010, la droite n'a pas voulu voter une taxe sur les transactions financières. Voilà le bilan de cette droite et de ces libéraux à la tête majoritaire au Parlement européen. Nous avons des propositions. Nous avons des propositions pour permettre d'avoir enfin une politique industrielle à l'échelle de l'Europe. Et pour ça, nous avons des propositions permettant d'avoir une capacité budgétaire bien supérieure, 3 fois plus importante. Une taxe sur les transactions financières qui pourra rapporter par an 35 milliards d'euros. Deuxièmement, une taxe carbone aux frontières de l'Europe. On a voulu aussi déjà, au cours de ces 5 dernières années, mettre en œuvre une taxe qui nous protège par rapport à ces produits qui sont fabriqués à bas coût ou dans des normes environnementales. Madame Le Pen n'a pas voté pour, elle a voté contre la mise en place de cette taxe carbone aux frontières de l'Europe. Double discours, double langage de Madame Le Pen et de l'extrême droite. Et puis, nous voulons bien évidemment des euro-obligations, des eurobonds. Là aussi, certains autour de ces pupitres ont voté contre quand nous avons voulu, nous, mettre en place. Et donc voilà pourquoi nous avons la nécessité de mettre en place cette politique industrielle. Hier, j'entendais là aussi, dans un débat dans une télévision, que Airbus n'était pas un exemple d'intégration européenne en matière industrielle. Mais bien évidemment que c'est un bon exemple. Il le dit lui-même, Tom Enders, le directeur général d'Airbus, qui écrit à ses 130 000 salariés. Il leur dit, à l'occasion de cette élection européenne, nous sommes le meilleur exemple de ces dernières années en matière industrielle pour l'intégration européenne. C'est vrai aussi, je termine, pour Ariane Espace, mais c'est aussi Galileo. Voilà des exemples qui doivent nous permettre de construire enfin une politique industrielle. Madame Delli, votre constat, votre bilan sur cette Europe sociale? L'Europe sociale, elle est un peu en panne, c'est vrai, mais en même temps, aujourd'hui, il faut refuser les politiques d'austérité et investir dans l'avenir. Et l'avenir, c'est la transition énergétique. C'est un nouveau modèle économique vert qui part notamment des besoins des citoyens et des citoyennes, et non qui répond à des intérêts privés, et notamment de la finance. Nous, ce qu'on dit, c'est que la transition énergétique, qui paraît un grand mot comme ça, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un projet de vie, notamment pour des grands projets industriels. Aujourd'hui, on a eu EADS de l'aéronautique, demain on peut avoir de EADS des transports en commun. Par exemple, un plan de rénovation thermique des logements, c'est possible dans l'ensemble des régions, ça permet de créer des millions d'emplois, ce sont des millions d'emplois à l'échelle européenne, des artisans, des ingénieurs, mais aussi des ouvriers. C'est bon pour la planète, c'est surtout bon pour le pouvoir d'achat des familles et c'est bon également pour notre dépendance énergétique. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Vous
avez posé une très bonne question sur la question du dumping social. On ne luttera contre le dumping social, c'est si on harmonise l'ensemble des droits. Et un des premiers pas, et dans le prochain mandat, si on se bat, on peut essayer de l'avoir, c'est le salaire minimum européen. Attention aux eurosceptiques qui disent « Oh là là, on veut nous faire un salaire minimum de 300 € partout en Europe ». Ce n'est pas vrai. Le salaire minimum, c'est 60% du revenu médian dans chaque pays qui correspond bien sûr à son PIB. Ça, c'est la première chose. Et ça concerne surtout les femmes qui sont malheureusement dans des travaux très précaires. La deuxième chose contre le dumping social, c'est harmoniser dans l'ensemble des droits, notamment les conditions de travail, etc. Cette révolution énergétique, on l'a fait déjà sur nos territoires. En Picardie, vous avez le déploiement des éoliennes et partout dans les régions. Ici, on parle dans la région Nord-Pas-de-Calais, la 3e révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est le 21e siècle et je parlerai juste de 2 choses. Aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur tous les travailleurs pauvres, qui sont un phénomène qui explose. Et aujourd'hui, même les pauvres qui n'ont pas accès au travail. Donc il faut les accompagner. Nous portons un revenu minimum européen et il faut un filet de sécurité pour toute ma génération. Les jeunes qui n'ont pas d'emploi, il faut investir dans ces secteurs d'avenir et pour ça, il faut leur donner un minimum, notamment ce minimum européen, un revenu de base qu'on appelle, qui permettra réellement de leur permettre leur autonomie, mais d'investir dans des véritables secteurs d'avenir. Jérôme Lavrieux, vous êtes le représentant de cette droite, donc on l'a dit, ultralibérale, qui nous a amené donc à une Europe sans volet social. J'espère que ce n'est pas un jugement de valeur de votre part. Non, mais je viens d'entendre ce qui vient d'être dit. C'est ce qu'a essayé de dire M. Pargneaux. M. Pargneaux, qui aime bien interpeller les autres participants à ce débat, qui est un peu plus âgé que moi, ce n'est pas une injure que de le dire, mais qui a la mémoire qui flanche, puisqu'il nous parlait de Maastricht en 1992. Maastricht, en 1992, le président de la République, c'était François Mitterrand. Oui, et celui de M. Pargneaux. Monsieur Pargneaux. Mais c'est sûr que Mitterrand, c'est vous qui, depuis François Mitterrand, depuis 10 ans, Monsieur Pargneaux, en Europe, prenez les dossiers, Monsieur Pargneaux. On va laisser parler Monsieur Lavrieux. Vous avez là l'exemple parfait des défaillances du fonctionnement de l'Union européenne. C'est ceux qui essayent de brailler le plus fort qui essayent de se faire entendre. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Pargneaux. En 1992, le traité de Maastricht, et vous voyez exactement où je veux en arriver, c'est M. Mitterrand qui l'avait mis sur les rails, et il avait été rédigé par quelqu'un que vous connaissez bien, c'est M. Jacques Delors, le papa de Martine Aubry, dont vous êtes un des plus proches. Donc le traité de Maastricht, il s'applique. Il s'avère que moi, j'avais fait campagne pour le non à Maastricht en 1992, aux côtés de Xavier Bertrand et de Philippe Séguin. Mais il existe ce traité, et donc il a été mis en œuvre. Et maintenant, il faut le mettre en œuvre, il faut essayer d'arranger les choses qui ne vont pas, il faut essayer d'orienter les choses qui ne vont pas, les remettre sur les rails, mais je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut tout casser parce qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Je me permets de reprendre une proposition qui est commune aux Verts, Mme Dely et à M. Pargneaux. J'ai entendu à l'instant de dire que vous proposiez de fixer, pour l'Europe sociale, un salaire, un SMIC médian à l'échelle de l'Union européenne, médian dans chaque pays. Vous savez que quand on fait ce calcul, je crois que c'est la proposition 32 du Parti socialiste, je ne sais pas quel est le numéro chez vous, chez les Verts, je n'ai pas lu l'intégralité de votre programme, mais la proposition numéro 32 qui est d'instaurer un salaire médian, un SMIC médian dans l'Union européenne, ça équivaut à quoi si vous appliquez cette règle en France? C'est baisser de 10% la valeur du SMIC net à l'heure actuelle. Ça veut dire que les salariés au SMIC en France perdraient un mois de salaire. Du 1er au 31 décembre de l'année, eh bien, ils n'auraient plus les moyens d'obtenir un salaire. Voilà l'application le type d'application de mesures qu'on balance parce qu'on est en campagne électorale pour faire bien, pour faire de la démagogie, mais quand on se rend compte de l'application concrète, eh bien, ce serait une baisse de pouvoir d'achat de 10% pour nos salariés. C'est Mme Merkel qui est même même couleur politique que vous qui est en train de le mettre en place. Donc arrêtez de dire des bêtises. Mais Mme Merkel, elle soutient M. Schulz, comme vous. Allez, M. Riquet. Non, nous c'est José Bové. Désolé. Dominique Riquet, on termine ce volet social avec vous. Voilà, alors c'est très intéressant parce que c'est typiquement l'endroit où on voit que l'Union européenne est absente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union. En réalité, l'Union européenne n'est pas compétente sur les sujets sociaux et fiscaux que les États souverains ont jalousement gardés. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la résurgence sous une autre forme économique et sociale des vieilles luttes entre les nations européennes. Nous, notre proposition, évidemment, c'est de donner à l'Europe une compétence sociale et fiscale effective pour faire la convergence. Et cette convergence, les États séparés ne le feront pas. Si j'entends les eurosceptiques, même on retournera aux vieilles frontières et aux vieilles guerres d'avant.
Nous pensons que la prospérité, elle est il y a partagée. eu quelques millions de morts quand même, les vieilles Allez, frontières, pour les défendre, ces vieilles frontières, monsieur. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques millions de morts, vous faites bien de le rappeler, car non seulement il y a eu des luttes sociales et des luttes, économiques, mais il y a aussi eu des millions de morts, plusieurs dizaines de millions de morts. Quand on est retourné à ces vieilles frontières, Mme Le Pen le rappelle justement. Ce que je voulais dire, c'est que nous souffrons d'un déficit européen. Nous proposons une convergence vers le haut. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans les politiques industrielles, l'effort doit être, là encore, commun. On voit les pays mener des politiques industrielles séparées, alors que nous devons faire émerger des champions européens. Dans une histoire comme celle-là, si vous regardez bien, la mise en commun des moyens de recherche et de développement, la mise en commun des grandes infrastructures à l'échelle européenne, de transport, de télématique, d'énergie, la mise en place de politiques énergétiques communes, la mise en place de projets communs portés haut, comme on a pu porter la politique de l'espace Galileo ou Airbus. Voilà la bonne direction pour que nous prenions notre place dans la compétition. Je suis navré de voir que, alors que l'Europe est non pas l'imbécile du village global, qui devrait se réfugier derrière des frontières nationales, mais est le champion du monde de la production industrielle, de l'excédent commercial, le champion du monde également au niveau de la recherche, que ce champion du monde, quand il est uni, on appelle à la désunion. Nous disons, tous ensemble, convergeons socialement, convergeons fiscalement, unissons-nous sur les politiques de développement. Nous sommes pour la croissance et on pense que cette croissance doit être européenne. Au bout du compte, je suis navré de voir autant d'euroscepticisme, c'est-à-dire autant revenir les vieilles recettes qui nous ont coûté si cher depuis 100 ans et qui continuent à faire dysfonctionner l'Europe. De grâce, le problème du dumping social et fiscal, c'est l'absence de l'Europe sur ces sujets-là. Deuxième thème, l'agriculture. Bernard. Le dossier agricole, il est vital pour notre pays, la France, et vital aussi pour les régions où nous sommes. La nouvelle PAC, elle a été adoptée donc jusqu'en 2020, que déjà un autre grand dossier agricole montre le bout du nez, c'est le fameux traité commercial avec les États-Unis qui est en négociation, des négociations assez opaques. On parle beaucoup de poulet javelisé, on parle beaucoup de viande aux hormones, on parle un peu moins des conséquences beaucoup plus larges de ce traité. Ce serait le grand dossier des premières années de cette mandature. Karima Delli, je me tourne vers vous. Est-ce que vraiment, en 2014, aujourd'hui, on a besoin d'aller signer un traité avec les États-Unis sur le commerce? Oh là là, non, nous ne sommes pas obligés. Il faut refuser ce traité. Parce qu'on pourrait faire un accord avec notamment les États-Unis si c'était le mieux-disant social et le mieux-disant environnemental. Alors que là, pas du tout. C'est le moins-disant social et le moins-disant environnemental. Et tout ça se fait sous le dos notamment du Parlement européen, parce que nous n'avons pas été associés aux négociations, mais surtout sur le dos des concitoyens, et donc une perte de la démocratie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous ne pouvons pas prendre le risque, et on parle d'agriculture justement, de la santé publique, de retrouver demain dans nos assiettes du poulet javelisé, mais pas seulement, des pesticides, des OGM, tout ça, nous n'en voulons pas. Alors nous, les écologistes, nous sommes très clairs. Nous disons pas de double langage ici en France et à l'Europe. Nous refusons ce traité qu'on appelle le traité de TAFTA. Et maintenant, je voudrais vous parler réellement d'agriculture, parce que c'est ça, notamment sur notre région, qui est important. La PAC, c'est le premier budget de l'Union européenne. L'agriculture a des conséquences directes sur la biodiversité, notre santé, mais aussi sur notre environnement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans cette PAC? C'est 20% des exploitants agricoles qui concentrent à eux seuls 80% de la PAC. Alors que nous disons, il faut aider les petits paysans, les petits agriculteurs, qui aujourd'hui, parfois, n'arrivent pas à s'en sortir, donc se suicident. Voilà, on a des drames humains. Ou encore, utilisent des pesticides et des engrais et malheureusement vont faire exploser le nombre de cancers. Donc ce que nous disons, c'est il faut revenir à plus d'agriculture biologique, des circuits courts, mais réorienter la PAC, notamment pour les jeunes, parce que les jeunes n'ont pas accès à la terre et décident parfois d'abandonner cette profession, et qui est une profession noble. Et un deuxième grand combat, c'est la lutte contre l'accaparement des terres. Et on voit partout. Moi, j'étais à Rouen, à la ferme des Bouillons. J'ai été aussi en Picardie, à la ferme des Bouillons, très rapidement. Justement, ils luttent pour garder leurs terres, qui sont des sols fertiles, pour faire justement pousser des légumes de qualité, etc.
etc. Eh bien, figurez-vous que c'est M. Auchan qui veut s'installer là-bas. Nous refusons. Ensuite, il y a le projet des 1000 vaches en Picardie, où là, on veut mettre dans un hangar 1000 vaches pour faire quoi? Du profit, du profit, du profit. Nous disons non, la condition animale est trop importante et que les vies, parce que ça aura des conséquences sur l'eau, sur l'environnement, les vies ne méritent pas justement ce risque-là. Donc non au projet des 1000 vaches. Maintenant, nous disons tout simplement, c'est que manger en sécurité, manger de qualité, on peut le faire et c'est aussi grâce à l'Europe. Gilles Pargnot, j'en reviens à ce projet de grand marché transatlantique. On sent pas le PS très à l'aise, très uni là-dessus, parce que d'un côté, il y a le président François Hollande qui donne l'impression de vouloir mener l'affaire à terme quand même assez rapidement, puis d'un autre côté, il y a certains socialistes qui trouvent qu'il ne faut pas aller non plus trop vite en besogne. Est-ce que c'est un sujet qui est clivant aujourd'hui au Parti socialiste ? Aujourd'hui, au Parti socialiste, et je suis candidat, donc moi je dis stop à TAFTA, puisque j'ai signé la pétition stop à TAFTA. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. TAFTA, c'est ce grand marché transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc je dis non. Je l'ai dit dans une tribune avec un certain nombre de mes collègues qui sont aussi candidats en France dans cette campagne électorale. Et puis, vous parliez de la politique agricole commune. C'est une des plus belles et des plus grandes politiques que l'Europe mène. C'est, comme ça a été rappelé, 41% de notre budget. C'est le premier. Et on a mené bataille, rude bataille, à l'initiative des socialistes pour permettre effectivement de réorienter la politique agricole commune. C'était en 2013. Et le 13 mars 2013, moi, en ce qui me concerne, j'ai permis une nouvelle politique en direction des petits agriculteurs, en direction de l'élevage. Mais Madame Le Pen, qu'est-ce que vous faisiez le 13 mars 2013 ? Qu'est-ce que vous faisiez le 13 mars 2013 ? Vous m'adorez tellement que vous êtes en train de regarder tous les jours où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous auriez dû être au Parlement européen puisqu'on était en train de voter une des principales politiques de l'Union européenne, protéger le petit agriculteur et cette agriculture. Ben non, vous étiez dans l'avion pour aller à Tahiti au cours de ces journées. Oui, ce sont des Français aussi, monsieur, oui. Alors je vais vous voir une belle photo. Madame Le Pen, Monsieur Alliot, votre collaborateur, votre compagnon, je ne sais plus bien. Mais toujours est-il que, voilà, au moment où vous disiez tout à l'heure ce qu'est un eurodéputé, ben moi, j'étais au travail le 13 mars pour permettre de voter pour la réorientation de la politique agricole commune. Voilà des actes, voilà le travail qu'on attend d'un eurodéputé. Madame Le Pen, vous avez été attaquée là très directement. Vous répondez. Depuis le début de la campagne, c'est comme ça. De toute façon, c'est pas une campagne pour une Union européenne. Non, c'est contre le front. Bravo, voilà. Madame Le Vous Pen. pouvez pas ouvrir une télévision, une radio, sans avoir un éditorialiste, un politique. Ils font campagne exclusivement contre le front. Et vous savez pourquoi ? Parce que le fait que le Front National arrive en tête, c'est le seul vote qui les dérange. C'est le seul qui peut avoir une influence au classement au Parlement européen. L'arrêt de l'avancée. Non, Monsieur Pargnot, soyez au moins poli. Monsieur Pargnot, vous connaissez le système. Monsieur Pargnot, vous savez très bien que lorsque tout le monde parle en même temps, c'est absolument inaudible. On peut peut-être revenir sur le fond, Madame Le Pen, puisque vous avez maintenant la parole, sur l'agriculture, sur la PAC et sur le TAFTA. Je suis très choqué des propos de M. Pargnot, qui a l'air de considérer que Tahiti, c'est l'étranger. Or, Tahiti, ce sont les Français. Et ce sont les Français comme les Martiniquais, comme les Guadeloupéens. Parce que figurez-vous qu'eux aussi sont victimes des règles posées par l'Union européenne. Eux aussi sont victimes, comme les agriculteurs de métropole, comme les pêcheurs, comme les artisans, comme les industriels, de la mise en concurrence déloyale avec des pays et des produits à très bas coût. Eux aussi, on leur a demandé et imposé des normes environnementales auxquelles ils se sont soumis et on les a mis en concurrence avec la banane dollar, dont les coûts de production sont 30 à 60% inférieurs aux nôtres. Eux aussi, ils sont victimes du fait qu'on ne donne pas la priorité aux produits français et plutôt la priorité aux produits étrangers. Eux aussi, ils sont victimes, comme nos agriculteurs, de l'ouverture de tous les traités de libre-échange. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais moi je suis contre. Ah bah oui, mais le PS est pour. Ah oui, mais moi je suis contre. » Oui, d'accord, mais c'est le PS qui va voter. Et de la même manière, l'UMP est pour cet accord de libre-échange avec les États-Unis. Eh bien, les éleveurs américains, 30% de coûts de production inférieurs. Donc ils vont nous manger tout cru. Et d'autant plus qu'eux, ils bénéficient d'aides directes de la part de leur État national. Alors je vais vous rappeler quand même une chose. 20 milliards, c'est le coût que nous donnons à l'Union européenne chaque année. 20 milliards par an, elle ne nous en rend que 13, PAC comprise. Donc l'argent qu'on donne à nos agriculteurs, c'est le nôtre.
ils sortent de la poche des Français. Alors qu'on arrête de nous dire « merci l'Union européenne, merci, elle nous donne de l'argent ». Non, cet argent, il transite par l'Union européenne, mais la réalité, c'est que c'est notre argent et que si nous conservions l'intégralité de cette somme, nous pourrions aider plus, aider mieux les agriculteurs, mais aussi, encore une fois, les pêcheurs, car ils sont tous entre le marteau des normes et l'enclume de l'ultralibéralisme. Monsieur Riquet, j'aimerais vous entendre, vous aussi, donc, sur cette nouvelle PAC. Les Français se sont vraiment bagarrés pour obtenir de l'argent. C'est quand même, par rapport à ce que disait Madame Le Pen, le plus gros budget de restitution communautaire que touche la France. Et puis j'aimerais que vous nous donniez votre avis sur le traité transatlantique. Vous y êtes favorable? Je vais tout de suite vous reprendre. Je suis le seul à ne pas l'avoir voté ici en mandat de négociation. Donc, non, moi je ne l'ai pas voté. Non, mais moi j'étais présent. Mais moi aussi, j'étais présent. Donc, non. Et Monsieur Riquet, moi non plus, je n'ai pas voté. Donc il faut faire attention de dire des bêtises. Je ne sais pas où ils étaient tous, puisqu'ils sont sortants, mais moi je peux vous assurer que je ne l'ai pas voté, puisque je n'étais pas député européen. Monsieur Riquet. Mais en tout cas, vos amis l'ont bien voté. Oui, et ils ont raison. C'est le traité fantôme, alors. Oui, attendez, non, mais personne je n'a pensais voté, que c'était mon tour de parler. Je m'abstiens d'interrompre les autres et je les remercie de ne pas le faire avec moi. Bon, premièrement, la PAC. Non, la PAC, qui est la seule politique d'initiative communautaire, c'est la politique européenne intégrée par définition. Malgré les difficultés, malgré les ajustements progressifs, c'est un énorme succès. Pourquoi? Son but, c'était d'assurer la suffisance alimentaire à l'Europe qu'elle n'avait pas, et elle l'a largement, et de la mettre en tête qualitativement dans le monde sur l'industrie agroalimentaire et les produits agricoles. Donc c'est un énorme succès, évidemment avec des difficultés. Moi, je voudrais souligner quelques petites choses. Premièrement, rendre un hommage aux agriculteurs qui sont la catégorie socio-professionnelle qui a mené la plus grande révolution, la plus grande restructuration de toutes les catégories socio-professionnelles depuis 50 ans. Il faut voir comment l'agriculture a évolué et comment elle est ultra compétitive dans le monde. Nos agriculteurs sont dans la mondialisation. Et l'Europe, à leur côté, leur a permis d'être les champions du monde. Donc c'est un succès absolu. Deux petites remarques aussi sur la PAC. La première, c'est que quand on circule dans les exploitations agricoles et qu'on discute, ils sont beaucoup plus contraints par les normes administratives françaises que par les normes européennes et se plaignent du caractère tatillon de leur application qui est mauvaise pour leur compétitivité intra-européenne. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que c'est un de nos arguments formidables, l'agriculture, c'est un de nos arguments formidables dans le monde où nous vivons. Si je reviens après, justement, au traité transatlantique, je suis quand même très surpris. Le principe des traités, moi, je suis pour. Plutôt les traités que la guerre. Donc le principe des traités, je suis pour. Les États et l'Europe négocient d'ailleurs actuellement un certain nombre de traités, certains sans succès avec le Japon depuis 4 ans, d'autres avec le Canada dont nous parlerons. Et là, de quoi s'agit-il? On a demandé au Parlement s'il donnait un mandat de négociation, s'il autorisait la Commission, sous le contrôle d'ailleurs des chefs d'État, de négocier avec les États-Unis. On en est là. Bon, moi, je n'ai pas donné le mandat. On en est là, excusez-moi, mais les négociations, elles existent. Alors, là, il y a un rôle qui a repris lundi. Personne ne connaît le contenu du mandat de négociation. Est-ce que je peux terminer, monsieur Riquet, puis après on va donner la parole à monsieur Hénin. Quand vous donnez un mandat de négociation, c'est pour aller négocier. Moi, je ne l'ai pas donné parce que je suis évidemment contre les tribunaux d'arbitrage. Et qu'il n'est pas question que les États s'expliquent avec les multinationales dans des tribunaux d'arbitrage. Tant que ce point n'est pas levé, ça ne va pas. On a donné un mandat de négo. Ils vont aller discuter. Bon. Sous le contrôle des chefs d'État et de gouvernement, je le rappelle. Et puis ils reviendront devant le Parlement et nous verrons si ce traité il est bon ou mauvais. Si on nous met du poulet chloré, du bœuf aux hormones, si on nous met des clauses qui sont extrêmement défavorables à notre industrie, si on met les États à la portée des tribunaux d'arbitrage, je vous le dis, le Parlement, et moi le premier, nous ne le voterons pas. Merci, monsieur. Et il sera repoussé comme le traité ACTA l'a été. C'est clair. Monsieur Hénin. Écoutez, moi je vais répondre à votre question, mais avant cela, je vais vous faire part de ce qui m'importune dans la manière dont le débat se déroule. Je suis venu pour débattre, pour faire des propositions, pour dénoncer quand ça ne va pas. Je suis venu pour penser à ceux qui sont derrière leur petit écran et qui vivent les problèmes d'emploi, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de logement, qui vivent la fermeture de leurs entreprises. Et je trouve un peu inconvenant qu'un certain nombre de responsables politiques veuillent transformer un débat en une espèce de pièce de théâtre de boulevard. Ça suffit.
Nous sommes là pour avoir de la responsabilité et pour dire aux Français et aux Européens quelle Europe nous voulons construire et pas pour nous opposer sur des choses qui ne tiennent pas debout. Alors la PAC, elle vit les mêmes difficultés que l'industrie. Pourquoi? Parce que le moteur même de l'activité, c'est la concurrence libre et non faussée. C'est l'opposition des hommes entre eux, c'est l'opposition des agriculteurs entre eux. La PAC, ce sont les agriculteurs, mais c'est aussi l'industrie agroalimentaire. À quoi sert-il? À quoi sert-il de fermer des entreprises qui fabriquent des yaourts en France ou qui découpent la viande en France pour aller chercher des yaourts au fin fond de la Pologne ou de la Slovaquie, faire 2000 km en camion et les ramener dans nos supermarchés. Ce qui importe, c'est que nous aménagions notre territoire avec des politiques intéressantes en matière d'agriculture et intéressantes en matière d'industrie. Or, ça a été dit par Karima, et elle a bien fait de le dire, sur le budget de la PAC, 75% des aides vont à 25% des agriculteurs. C'est-à-dire que les plus gros s'en mettent plein les fouilles pendant que les autres sont en train de souffrir. C'est ça la réalité. Chaque jour qui passe, vous avez un jeune agriculteur qui est obligé d'arrêter et les banques ne lui prêtent rien et lui vendent tout. C'est ça la réalité. Alors, nous avons besoin d'une autre agriculture. Ça a été évoqué, je n'insiste pas, mais je partage ce qui a été dit. D'une agriculture qui soit davantage respectueuse, comme l'industrie doit être davantage respectueuse. Quant au traité transatlantique, quand même, il est gentil, Gilles, de venir faire du cinéma. Mais lui, il n'a pas voté contre. Nous, on a voté contre. Lui, il s'est abstenu. Et tous les autres socialistes, ils ont voté pour. De quoi il s'agit? On veut faire un grand marché, vous savez, un grand jeu de Monopoly avec les Américains. On suspend toutes les taxes qui sont à l'entrée sur les territoires. Et ça va servir qui? Ça vient d'être évoqué. Ça va servir l'énorme agriculture américaine qui produit dans d'autres conditions que nous. Eh bien, nous sommes pour que l'on respecte les règles environnementales, que l'on respecte les règles sociales, que l'on respecte les règles fiscales, que l'on respecte nos territoires. On n'a pas besoin de cet accord. Monsieur Lavrieux, oui. Comment auriez-vous voté justement sur cette résolution pour donner mandat à la Commission européenne sur le traité transatlantique si vous aviez été au Parlement? Est-ce que vous seriez aligné sur la position de M. Riquet? Les choses sont très simples. Les États ne peuvent pas avoir des relations comme au temps du Far West. Il faut négocier des traités pour établir des règles pour les relations entre États ou entre groupes d'États. Ça ne me choque pas que l'Union européenne signe et la volonté de rédiger et de signer, si on tombe d'accord, un traité entre les États-Unis et l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à cela ? Sinon, c'est le Far West. Chacun fait n'importe quoi dans son domaine. En ce moment, c'est le Far West. Sur tel produit, c'est 70% de droits de douane. Des produits qui concernent la France, nos petits agriculteurs que vous voulez défendre. Ils ont en ce moment 70% de droits de douane s'ils veulent aller exporter sur le premier marché du monde. Mais si on n'a pas un traité général, eh bien, ce sera eux les victimes. Vous passez votre temps à dire les petits agriculteurs, les grands agriculteurs qui sont les pollueurs, quasiment des assassins dans notre pays. Eh bien non. Moi, je suis élu d'une région, s'il vous plaît, je suis élu d'une région qui est le Saint-Quentinois, où il y a des grandes cultures. Et ce sont des gens qui sont extrêmement performants. Il en découle des dizaines et des dizaines de PME qui travaillent dans l'agroalimentaire. Plutôt que de passer son temps à taper dessus en permanence, il faudrait essayer de les aider. Oui, il faut moins d'intrants. Oui, il faut une meilleure recherche agronomique pour les aider. Et si on est socialiste, comme M. Pargnot, et qu'on a envie d'aider le développement de notre région, notamment dans l'agroalimentaire, eh bien, plutôt que de bloquer le dossier de réalisation du canal à grand gabarit, le canal Seine-Nord, qui est si important pour le Saint-Quentinois, pour le sort de la Seine-Maritime avec le Havre, pour la région de Cambrai, pour la région du Nord. Vous le savez, quand on dit tout à l'heure, on disait « l'Europe ne fait rien pour notre quotidien ». Vous savez qu'il y a 2 milliards d'euros qui sont bloqués au niveau européen pour financer le canal à grand gabarit dont on parle depuis des années. On a commencé les travaux pour le faire. Il manque 1 milliard d'euros apportés par la France. On a monté le dossier. Vous avez un des meilleurs amis de M. Pargnot qui s'appelle M. Cuvelier, qui est ministre des Transports, dont paraît-il qu'il est de la région. Eh bien, il se garde bien de donner la réponse parce qu'il sait que si au 30 juin, la France n'a pas dit oui, on fait le canal à grand gabarit, il y a 2 milliards d'euros qui vont repartir au niveau européen qu'on n'aura pas consommé. Qui sera les victimes de tout ça? C'est nos usines agroalimentaires, c'est l'environnement puisqu'il n'y aura pas d'intermodalité dans nos zones d'activité. Alors oui, la PAC, je le dis, c'est la seule politique intégrée totale de l'Union européenne qui fonctionne bien. La France en est bénéficiaire à 2 titres, on perçoit plus que ce que l'on verse, et en plus, l'industrie agroalimentaire qui découle de la PAC, c'est notre domaine d'excellence. Dans ma région, juste à côté de mon canton, on a une coopérative agricole, des agriculteurs, des méchants agriculteurs,
Ils ont réussi, oui, le canton de Saint-Quentin-Nord, ils ont réussi à racheter le plus grand producteur de sucre en Europe, Béguincé. C'est chez nous que ça se passe. On va mettre fin à tout ça? Je vais devoir vous arrêter, Monsieur Lavrieux, parce qu'il va falloir passer à notre troisième thème, c'est l'immigration. Le sujet, évidemment, il est sensible, très sensible. On le voit bien avec les réfugiés de Calais ou bien les Roms de la métropole lilloise. Bernard. L'immigration, je vais commencer par deux postulats. L'Europe, elle vieillit et elle manquera de plus en plus de bras. Et puis l'Europe, elle est riche. Elle est très riche, vous faisiez le constat tout à l'heure, et elle attire forcément ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas beaucoup d'espoir, et qui sont prêts à risquer leur vie pour venir jusque chez nous. Vous vous souvenez évidemment tous du drame de Lampedusa, 360 Africains qui sont morts noyés au large de cette île italienne, 360 personnes. C'était un drame épouvantable. Quelle est la réponse de l'Europe ? La réponse politique qui est faite aujourd'hui, eh bien, c'est en quelque sorte la répression, la citadelle, les frontières, les contrôles. N'importe quoi. Mais où sont les réponses pragmatiques et politiques qu'il faudra bien un jour mettre sur la table? Mais permettez-moi, n'importe quoi. L'Europe, c'est exactement l'inverse. On va écouter vos réponses. L'Europe à tous les vents, s'opposer à tout nouvel élargissement, exclure de Schengen les pays qui ont des frontières passoires. Il y a beaucoup de méfiance. Chez vous, maintenant, peut-être plus de méfiance que jamais? Non. Simplement Schengen, qui est un des acquis de la construction de l'Union européenne. Je rappelle, c'est ce qui permet à chaque citoyen de l'espace Schengen de voyager librement, citoyen européen, à l'intérieur de l'espace Schengen. Il y a un sujet, c'est les frontières périphériques, qui, pour certaines d'entre elles, sont des passoires. Oui, il y a des personnes qui se trouvent dans notre pays en situation irrégulière. Comment on fait en sorte pour remédier à ce problème? La première des choses à faire, c'est d'éviter de se lancer dans une politique de régularisation massive, puisque les chiffres sont en train d'exploser depuis 2 ans, depuis que les amis de M. Pargneaux, même si l'ironie de temps en temps, sont au pouvoir. Le meilleur signal à envoyer dans le monde, c'est de dire que quand on arrive en France ou en Europe en situation irrégulière, on n'a qu'une seule destinée, c'est un jour ou l'autre d'être reconduit dans son pays d'origine. Et que le fait d'annoncer des régularisations massives, eh bien c'est même criminel, puisque ça incite de plus en plus de personnes à prendre le risque de franchir au péril de leur propre vie la Méditerranée ou la frontière entre la Grèce et la Turquie. Petite parenthèse, je fais partie de ceux qui s'opposeront à l'entrée de la Turquie en Europe, contrairement aux amis de Madame Delhi. Non. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait modifié la Constitution pour que ce soit le peuple de France qui, par le biais d'un référendum, puisse trancher. Non, c'est faux ça, monsieur Lavrieux. Non, c'est la vérité. Madame Le Pen, balancez pas n'importe quoi. C'est la vérité. Nicolas Sarkozy a supprimé de la Constitution. Ça n'est pas vrai. Le référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement. Il l'a supprimé, il ne l'a pas intégré. C'est lui qui l'a instauré. Non, il l'a supprimé, monsieur Lavrieux. Si vous avez la télécommande, vous me dites comment on fait pour baisser le son. Monsieur Lamassoure, qui lui est aussi... Quand Madame Le Pen parle de plus en plus fort... menteur. Non. Sur l'espace... Terminé, monsieur Lavrieux. Sur l'espace Schengen, il ne faut pas le mettre à bas, il faut le modifier, et notamment il faut qu'il y ait une gouvernance politique de l'espace Schengen qui puisse permettre d'exclure les pays défaillants, qui sont en général les pays périphériques, quand ils ne respectent pas les règles. Mais rétablir un contrôle physique aux frontières de notre pays, ça n'a aucun sens. Nous sommes ici à Lille, à quelques kilomètres de Tourcoing. Sur la ville de Tourcoing, il y a plus de 15 rues qui sont, d'un trottoir sur l'autre, vont avec une frontière de la Belgique. Vous n'allez pas mettre un douanier à chacune des rues, ça n'a aucun sens. Monsieur Lavrieux, Ce serait pénaliser 66 millions de citoyens honnêtes en les empêchant de circuler librement, en rétablissant une frontière, alors qu'il faut faire porter les efforts vers ceux qui ne respectent pas la loi. Monsieur Riquet, sinon on n'arrivera pas à terminer ce débat. Monsieur Riquet. Et un très bel exemple de l'Union européenne. Je m'explique. Actuellement, l'Union européenne n'a aucune compétence et quasi aucun moyen pour le contrôle des frontières extérieures de l'Union, puisque ce sont les États qui ont le pouvoir régalien de contrôler leurs frontières extérieures. Et donc, de ce fait, un certain nombre d'États, qui sont souvent d'ailleurs en difficulté par ailleurs sur le plan économique, sont confrontés à une pression migratoire extrêmement importante, l'Italie, l'Espagne, Malte et la Grèce, alors que la Suède, qui serait peut-être plus solide, elle pas. Nous disons, transférez à l'Europe la garde des frontières extérieures. Faites-le de manière communautaire en mettant les moyens là où ils sont nécessaires. Là, les choses sont en train de bouger.
Écoutez, moi, on me parle toujours de Frontex. Frontex, c'est 38 millions d'euros par an. Avec ça, vous allez garder Tourcoing, à peu près. C'est à peu près ça. Il n'y a pas de moyens européens, il n'y a pas de droit européen aux frontières extérieures. Et on voit ce qui se passe. On voit deux choses. On voit que certains pays ne peuvent ni contrôler leur immigration, ni d'ailleurs prévenir les drames que vous avez évoqués. Et on voit une deuxième chose, c'est qu'il n'y a absolument aucune unité sur les politiques d'asile, qui ne sont pas les mêmes choses que les politiques de migration, et les politiques de migration. Certains pays ont des besoins qui ne sont pas ceux des autres, certains pays ont des traditions qui ne sont pas ceux des autres, et donc dans ces cas-là, on part dans une cacophonie extrême. Nous disons, donnez à l'Union effectivement la capacité et les moyens de garder les frontières, établissez une politique européenne de l'asile et de la migration, et surtout, ne condamnez pas les Européens, parce qu'on n'a pas su organiser les frontières extérieures, à ne plus pouvoir circuler chez eux. Schengen, c'est notre conquête, et il n'y a aucune raison de punir les Européens parce que les États-nations ne sont pas capables de déléguer à l'Union une politique qui devrait être communautaire. Monsieur Riquet, merci. Madame Le Pen. Oui, ça m'amuse quand même parce qu'aujourd'hui, tout le monde semble être eurocritique, mais le problème, c'est qu'ils ont tout voté quand même. Hein. Ça fait 25 ans qu'ils votent tous ensemble, ils ont tout voté. Ils ont voté Schengen, ils ont tous voté Maastricht, ils ont voté le traité constitutionnel. Pardon, monsieur Hénin. Tous ceux à partir de Madame Karima Deli, vous voyez là, tous ceux-là, hop, ils ont voté le traité constitutionnel alors que les Français avaient dit non en 2005. Non par un référendum, ils l'auront imposé en 2008. Le traité budgétaire, les socialistes, M. Hollande s'est fait élire en disant « Moi, dès que j'arrive au pouvoir, je refuserai le traité budgétaire. » Et puis 2 jours après avoir été élu, il a dit « Bon, allez, pour finir, Angela, je vais le signer, ton traité. » Allez hop. Et ça a été embarqué, et tout le monde, c'est comme d'habitude, fait prendre pour des idiots. Le problème de Schengen est un problème double. Le problème de Schengen est un problème double. Non, Nicolas Sarkozy, il s'est fait battre tout seul en trahissant ses électeurs. Croyez-moi, il n'a pas besoin. On va arriver à la fin de l'émission. Ici, évidemment, tout le monde s'interrompt. On va avoir un mal fou à tenir les délais. On va laisser Mme Le Pen terminer, s'il vous plaît. Monsieur Lavrieux, vous aussi, vous avez le droit d'être poli. Voilà, et laissez parler les autres. Bon, c'est la double peine pour l'immigration. C'est la double peine. Nous n'avons plus de frontières. Ils ont fait cela. Par une folie, un dogme, une idéologie, ils ont refusé aux Français la possibilité de décider qui entre et qui se maintient sur le territoire français. Nous n'avons plus la maîtrise de notre politique d'immigration. Nous vivons une immigration massive, qu'elle vienne d'en dehors de l'Europe ou qu'elle vienne de l'intérieur de l'Europe et de pays dont ils ont voté tous ensemble l'élargissement. Donc ce sont eux qui les ont fait entrer dans l'Union européenne, leur permettant ainsi en réalité de bénéficier de cette libre circulation. Mais surtout, l'Union européenne nous oblige à être un des pays les plus attractifs parce qu'elle nous impose d'accueillir et de donner un accès aux aides sociales à ces clandestins ou à ces demandeurs d'asile qui évidemment rend l'attractivité de la France considérable. Je vous donne un exemple. Le dernier exemple. Un exemple. Il y a quelques semaines, dans le Rhône, le préfet n'a pas pu loger en urgence des Roms dont le camp avait été démantelé, eh bien, la justice a imposé, parce que ce sont les directives européennes, la condamnation du préfet à verser 75 € par requérant et par jour. Moi, je connais beaucoup de Français qui aimeraient avoir un accès d'urgence à un logement et qui n'ont pas de logement. Je connais beaucoup de Français qui aimeraient vivre avec 75 € par jour parce qu'ils ne les ont pas, figurez-vous. Les retraités avec leur petite retraite, les veuves, les jeunes qui sont au chômage. Alors à un moment donné, Madame Le Pen, on va vous interrompre. Nous avons encore trois intervenants. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Clairement, nous donnons la parole à M. Pargneaux sur ce problème d'immigration. Et de se protéger. Et pourquoi c'est quand même incroyable ça. Non seulement ce sont des mensonges, des balivernes, mais on n'a pas arrêté d'entendre que des balivernes de la part de Mme Le Pen de l'extrême droite pendant cette campagne. Il faut quand même avoir une réalité. C'est vrai qu'on est à 5 jours de dimanche, donc allez, on y va dans la démagogie. Allez, on y va pour à nouveau asséner par vocifération des contre-vérités. L'immigration clandestine, il faut bien évidemment la combattre. Et je pense, comme d'autres, qu'il faut plus d'Europe, car elle n'existe pas, cette politique européenne, pour lutter contre l'immigration clandestine. On sait aujourd'hui quelles sont cette immigration, de où ils viennent, de l'Érythrée, de la Syrie, de la Somalie, de l'Afghanistan, du Pakistan, du Kosovo.
c'est 1% de la population européenne, 1% de 500 millions. Donc il y a d'abord une politique de co-développement, de contact, de partenariat entre nous. Et puis ensuite, il faut donner les moyens à l'agence Frontex. Ne pas être uniquement avec 38 millions pour organiser une frontière de 30 km. C'est complètement ridicule. Il faut donc enfin que la droite, qui sont majoritaires au Conseil européen, il faut qu'ils le disent. Oui, il faut plus d'Europe pour permettre d'avoir cette régulation à l'échelle de l'Union européenne. Et qu'on ne vienne pas nous raconter d'histoires comme je viens d'entendre à l'instant. Et Monsieur Pargneaux, on l'a proposé, excusez-moi, on l'a proposé. Je vous excuse. Non mais je vais essayer de parler autant que Madame Le Pen tout de même. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Pargneaux, oui, on est rentré dans les 5... On est rentré. Nous, on doit Monsieur ne Pargneaux, plus parler du tout. Monsieur Pargneau, on est rentré dans les 5... Un mot. Le 12 juin 2013, nous avons voté un rapport de Renate Weber pour le contrôle aux frontières et pour qu'il y ait une politique européenne. Eh bien, encore une fois, Madame Le Pen n'était pas là. Elle n'en a pas voté le 12 juin 2013. Elle était absente comme d'habitude. Madame Le Pen, Monsieur Pargneaux. Allez, on est rentré vraiment dans les 5 dernières minutes. Madame Karamadeli. Très simplement, c'est que le sujet de l'immigration, il est toujours utilisé à la veille des élections, quelles que soient les élections. Et le Front National, c'est son fonds de commerce, et maintenant c'est l'UMP qui braconne sur les terres du Front National. Moi, ce que je dis par rapport à l'immigration, c'est très simple. C'est que non, l'Europe n'est pas une passoire. Non, l'Europe, c'est une forteresse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a fait de la Méditerranée le plus grand cimetière européen. Les gens qui fuient leur pays pas pour se faire plaisir, mais qui fuient des drames humains, c'est-à-dire des guerres, des situations de conflit qui sont intenses. Et on a tous un devoir moral réellement en termes d'accueil. C'est quand même incroyable que, par exemple, en Syrie, il y a 2,5 millions de réfugiés. Le Liban est capable d'en accueillir 1 million. La Jordanie, 700 000. Et nous, l'Europe, qui est quand même l'espace le plus riche, et notamment un espace de paix et de droit, nous en accueillons que 12 000. C'est ça l'Europe? Non, nous, on veut une Europe réellement qui réponde notamment aux besoins de ces populations. Donc, il faut mettre en place des véritables politiques de co-développement avec une égale dignité des pays du Sud avec le Nord. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut une politique migratoire commune européenne. Et par exemple, une politique de renforcement de l'illégalité au travail. Donc, pour donner dans des consulats européens, là où on en a besoin, des visas pour travailler. Et ensuite, moi, je tiens à rappeler justement l'harmonisation du droit d'asile solidaire avec les pays tiers. Et je termine par une chose. Qu'on arrête de dire des bêtises. Et Monsieur Lavrieux, la France ne sera jamais envahie. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder les derniers chiffres. La France se classe maintenant derrière la République tchèque et le Japon dans l'ordre de l'OCDE. La France encore 10 secondes. Encore 10 secondes. La France devient de plus en plus repliée. L'Europe ne doit pas être une Europe qui se replie. L'Europe, elle doit être belle. Et dans cette mondialisation, elle doit accueillir réellement toutes les richesses qui font sa force. Et on va conclure avec Jacques Hiena. On pense avec vous, bien sûr, à Calais, qui est en première ligne avec 600 migrants qui attendent un improbable passage en Angleterre et qui prennent de plus en plus de risques pour cela. Que dit l'ancien maire de Calais et l'actuel député européen que vous êtes là-dessus? Écoutez, il dit une chose simple. C'est que si tous ceux qui parlent d'immigration venaient à Calais se rendre compte dans les conditions dans lesquelles les gens sont, ils seraient honteux. Actuellement, on a 2 camps à Calais de gens qui ne veulent pas rester en France et qui sont les victimes de la Grande-Bretagne, qui ne respectent pas Schengen. Ces gens ne souhaitent qu'une chose. Ces gens ne souhaitent qu'une chose, c'est aller en Grande-Bretagne. Les Anglais. Ces gens veulent aller en Grande-Bretagne et ils logent sur Calais. Je vous invite à venir, monsieur de l'UMP. Parce que quand la ville refuse de mettre un local pour accueillir les gens dans de bonnes conditions et qu'elle les laisse dans des camps où il y a une épidémie de gale, c'est caché volontairement à la population du Nord-Pas-de-Calais, avec des palettes, avec des sacs plastiques. Et on couche dehors, on a froid, on a faim. L'immigration, c'est d'abord un problème humain. Pourquoi? Parce qu'on fuit son pays parce qu'il a la guerre. Qui ne fuirait pas son pays s'il y avait la guerre? Parce qu'on fuit son pays parce qu'il y a la misère. Nous, nos adversaires, ce ne sont pas les étrangers ni les travailleurs étrangers. Ce sont les patrons, ce sont ceux qui les exploitent, ce sont ceux qui
créer les guerres, pour vendre des armes et faire en sorte que les gens se frappent les uns les autres. L'immigration, c'est un problème sur lequel l'Europe est une grande incapable. Alors qu'il y a des fonds européens pour s'occuper de ces gens qui sont à Calais et qui souffrent, que fait-on pour leur permettre ou de passer en Angleterre? Parce que si les Anglais veulent se servir de l'Europe quand ils en ont besoin, quand il y a des inondations chez eux, ils viennent nous chercher de l'argent parce qu'ils ont besoin de nous. Et autrement, ils ne s'occupent pas de nous. Alors, l'immigration, elle n'a jamais porté préjudice à la France. Au contraire, la France n'a fait que grandir de tous les apports de nationalité, qu'elles soient espagnoles, italiennes, algériennes, marocaines, avec les mineurs qui étaient dans les mines. Merci, Elle n'a fait monsieur que Hénin. grandir. Et c'est Saint-Exupéry qui disait, j'en termine là-dessus, si tu diffères de moi, loin de nuire, tu enrichis. Merci Monsieur Hénin, merci Mesdames, Messieurs les candidats, merci Arnaud. Un dernier mot rapidement, on renvoie sur le site de France 3 quelques liens utiles pour comprendre. Je vous ai sélectionné quatre Rapidement, liens Bernard. que vous trouverez sur le site france3.fr pour revenir sur les dossiers qu'on a vus et puis pour voir analyser le travail des députés. Avec Non, les- financé par le les financier Allez. Georges Soros. Merci aux équipes techniques qui ont travaillé à la bonne candidat réalisation de cette triple zéro, émission. vous nous parlez Bonne en soirée à dernier. tous, au revoir, La merci candidate encore. triple zéro.